Les débats avec aujourd'hui Alexis Poulain. Bonjour, vous êtes journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne et on va vous retrouver le samedi soir sur RT France, le duel des éditos. C'est ça, nouvelle émission politique où je serai face à Jacques de Guibon de l'Incorrect toutes les semaines pour parler de la campagne présidentielle évidemment sur RT il y a une France. campagne. Ouais, apparemment, il y a un truc qui a commencé où il y en a plein qui sont candidats pour un truc. Et RT France, c'est sur la chaîne, sur une chaîne sur le internet, bouquet, sur le bouquet, absolument. satellite, Free, Canal et puis et d'autres, et sur accès Internet. sur Internet. Absolument. Régis de Castelnau, bonjour. Vous êtes retourné. Bonjour Valérie. Vous êtes retourné Bonjour, dans messieurs. le sud. Ah. Avocat, votre blog Vue du droit, votre dernier livre Une justice politique est paru aux éditions L'Artilleur. Donc vous êtes dans le sud, c'est bien. Absolument. On fait de la diversité. Mathieu Alterman, journaliste, bonjour. Votre dernier livre Norbert Saada, producteur de légende chez Ramsay, producteur qui a produit un très grand nombre de films avec Belmondo et Delon, et une préface. Signé Alain Delon, et Alain on Delon. parle également évidemment de Belmondo. Enfin, tous les gens qui ont aimé cette période-là, l'âge d'or du cinéma et de la musique, ne peuvent qu'aimer ce Pour livre. découvrir comment ça se passait à cette époque-là. Ergun Toparslan, bonjour. Vous êtes porte-parole de Territoire de Progrès. Merci d'être avec nous. Obligation vaccinale des soignants, faut-il un délai? Est-ce que le gouvernement doit céder? Parce que ça va poser un certain nombre de problèmes d'organisation. On a vu qu'il y a des opérations qui vont être déprogrammées. Macron et la sécurité, des annonces qui semblent tout de même un petit peu tardives. Mais enfin, on est content parce qu'il s'occupe de mode. On a appris qu'il allait changer le calot et des polos modernisés. Donc ça, c'est hyper important. Et puis encore Zemmour, puisque ça fait partie d'un des coups de gueule. Zemmour qui donne le tempo de la campagne, quelle que soit la chaîne que vous allumez. Ce sont les thèmes qui sont mis en place, lancés par Éric Zemmour. Mais on va en parler. Ne dites rien. Je sens que... voilà. Moi, je vais commencer avec un coup de cœur. Aujourd'hui, c'est mercredi, jour de cinéma. Allez voir le film de Laurent Lafitte, L'origine du monde. Très, très drôle. Un peu un ovni. C'est extrêmement bien joué. Le pitch tient en une phrase. Laurent Lafitte, un jour se réveille. Son cœur ne bat plus, mais il est toujours vivant. Et pour que son cœur se mette à rebattre, il doit photographier le vagin de sa mère. Donc, dit comme ça, c'est... voilà. Imaginons la scène chez un producteur. J'ai l'idée d'un film, voilà l'histoire. En fait, c'est adapté d'une pièce de théâtre de Sébastien Thierry. Thierry. C'est très très drôle. C'est hyper bien joué avec Karine Viard. Moi, j'ai eu la chance de le voir. Et puis Hélène Vincent, 77 ans, qui fait la mère. Donc, mais c'est tout en finesse. Et voilà, c'est comme Laurent Lafitte sait faire. Moi, j'ai adoré. Mathieu, c'est un coup de gueule. Oui, un coup de gueule drôle quand même. C'est la statue hommage à Johnny Hallyday, inaugurée hier. Alors c'était extraordinaire parce que des gens se sont réunis. Alors tout le parterre de la mairie de Paris, les adjoints d'Hidalgo, tout le monde, ils étaient là. Et puis il y avait un rideau. Et alors, tout le monde faisait... et puis on a enlevé le rideau et ça fait on se serait cru dans le Père Noël est une ordure avec le gâteau, vous savez, c'est une horreur, c'est une sorte de moto au bout d'un faux manche de guitare, moto dont on a enlevé le moteur parce que les écologistes ne voulaient pas qu'on fasse la pub pour le moteur Harley Davidson. Non, puis c'était surtout trop lourd. C'était trop lourd. Non, les écolos ont gueulé en disant que c'était... Et c'est au-delà du lait, c'est-à-dire que ça ressemble à une attraction de fête foraine d'il y a 30 ans, celle qui faisait peur aux enfants parce qu'elles n'étaient pas très bien faites. Vous savez, on sait que ça va être tagué, massacré, et surtout on se dit c'est absurde parce qu'il y a des précédents. Je veux dire, il y a des statues Elvis Presley, parce que c'est un peu le Elvis français, Johnny, dans le monde entier, qui sont des statues en bronze avec une guitare plutôt jolie, bien faite, qui coûte moins cher et qui vivent plus longtemps dans la durée. Et la vraie question, c'est pourquoi? Et je vais aller plus loin. Moi, j'ai sorti un livre sur Johnny Hallyday il y a 3-4 ans de ça, et j'ai été étonné des choix, des décisions de l'entourage qui, tout au long de sa carrière, étaient à chaque fois irréels. C'est-à-dire que c'est toujours le mauvais goût et la mauvaise décision qui l'emportent. Il faudrait faire une analyse de l'entourage de Johnny Hallyday. On s'apercevrait qu'il serait limite en sortant d'hôpitaux avec des entonnoirs sur la tête parce que personne n'aime. Pour le coup, regardez les réactions ce matin, c'est drôle. Il y a personne n'aime ce truc. D'ailleurs, c'est Laetitia qui pleurait quand elle a vu cette statue. Moi, la seule chose que j'adore, c'est que c'est en face du ministère des Finances à Bercy. Et que, pour le coup, là, bravo. Quel pied de nez. Quel pied de nez. Vous l'avez vu, cher Régis ? Hélas. Ah non, c'est vraiment. Alors c'est un artiste qui a. J'essaie de retrouver Bertrand Lavier. Bravo à lui. Notez bien ce nom-là et puis. Création du plasticien c'est vrai que c'est assez monstrueux. Au-delà de ça, le
le mot qui me semble s'appliquer, c'est la jobardise. C'est-à-dire plutôt effectivement d'essayer, ça peut pas être une œuvre d'art, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un petit monument commémoratif, et parce que c'est la mémoire des gens, hein. Et donc on fait n'importe quoi parce qu'il faut avoir l'air d'eux, etc. Valérie, vous avez cité un film. Moi, j'ai eu un coup de cœur, un peu par hasard, parce que j'ai regardé le film par hasard. Je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. On reste dans la musique. C'est un film britannique qui s'appelle Yesterday, hein, et qui reprend le fameux thème de Philippe, avec Paul McCartney. Non, Jean-Philippe. Non, le thème, vous savez, on se réveille et plus personne ne se rappelle d'Hallyday. D'accord. Hein, Lucchini avait fait un très joli film avec ça. Et là, c'est on se réveille et plus personne n'a entendu parler, sauf le héros, n'a entendu parler des Beatles. C'est très très joli, c'est délicat, etc. Et effectivement, c'est exactement aux antipodes de cette imbécilité. Les réactions Twitter, là je tombe sur un article sur la moto de Johnny, enfin sur ce truc, il y a je pleure, le truc en hommage à Johnny, on dirait une photo d'accident, genre non mais Gérard, comment t'as fait pour planter ta moto sur une moto électrique? Il y en a une qu'on appelle Christo pour emballer cette merde, pardon. Ça, c'est drôle, j'aime bien. Le bon goût ne sait plus où se mettre, SMET, et puis celle-là aussi, on dirait un mec qui a raté le virage et qui attend le dépanneur. C'est vrai. Mais c'est affreux, et je me demande même si Harley Davidson ne peut pas envisager de porter plainte, parce que c'est une véritable atteinte à la marque quand même. Et le concert hier était absolument cataclysmique aussi. Je ne sais pas si vous avez regardé, il y avait un concert hommage. Alors le problème, c'est que ce n'est pas Johnny qui veut. Donc quand vous aimez Johnny, ce qui était mon cas, j'ai voulu regarder, mais quand vous tombez sur Amir, Slimane, voilà, il y a que Catherine Ringer, encore une fois, qui a à peu près réussi à tirer son épingle du jeu, et Cadmerat qui chante très bien. Mais c'était. C'est affreux. On disait que Johnny pouvait chanter le bottin. Le problème, c'est quand c'est pas lui qui chante, c'est le bottin. Voilà. Oui, mais alors moi, je suis peut-être très vieille et old school, mais on aurait mis Julien Clerc, Michel Sardou, Eddie Mitchell. Je pense que c'était des vrais chanteurs, des vieux. Oui, mais ils n'ont pas le droit de sortir de l'EHPAD. Vous êtes méchants. Bon, comme moi, hein, comme moi. Et Ergun, vous êtes plus jeune. Non, moi, pour revenir à la statue, je pense que ces dernières années, on a un gros souci là-dessus. Il y a beaucoup de statues fail, là, ils appellent ça. Il y a même des comptes parodiques là-dessus sur les réseaux sociaux. J'avais pas vu celle de Johnny, je viens de la voir. C'est vrai que c'est assez affreux. D'ailleurs, on pense même pas à Johnny quand on voit ça. On dit peut-être un concessionnaire derrière. Oui, quelque c'est chose. ça. Je pense que très honnêtement, nos élus locaux, avant de s'aventurer dans ces choses comme ça, ils devraient prendre le temps de la réflexion et d'un appel d'offres qui va bien. J'étais pas très longtemps. J'ai vu l'œuvre d'art à Porte de Clignancourt, le fameux chœur qui tourne plus d'ailleurs. C'est abominable. C'est abominable. Donc, à un moment donné, on doit se remettre en question là-dessus aussi. Et les fontaines au rond-point des Champs-Élysées qui sont aussi absolument hideuses. Voilà, ceci dit, c'était la culture ce matin sur Sud Radio. Alexis, un coup de gueule? Oui, alors c'est un coup de gueule, je suis atterré en fait. C'est un sondage qui est paru dans The Lancet Planet sur les jeunes qui sont super angoissés de l'avenir. Et alors voilà les chiffres qui font peur. On est donc à 75% des sondés. Il y a 10 000 jeunes qui ont répondu, français, australiens, indiens, etc. Et 75% des jeunes sondés jugent l'avenir effrayant. 56% pensent que l'humanité est condamnée. 48% en France pensent que l'humanité est condamnée. 2 participants sur 5 hésitent à devenir parents. Et 1 sur 2 estiment que la sécurité des familles sera menacée. Voilà. Donc on a affaire à une génération d'angoissés là, qui est terrible. Alors il y a Greta qui est là pour dire « How dare you ?» avec ses couettes là, qui est pas très riante non plus. Bon, c'est bien, elle sonne l'alerte et tout. Mais à un moment, les jeunes, les gars, l'avenir, c'est vous qui le faites. C'est vous qui allez en faire quelque chose. Donc si vous êtes angoissé dès maintenant parce qu'on vous dit que ça va mal se passer, que vous voulez pas faire d'enfants, ça va très mal se passer évidemment. Donc je sais pas d'où sort ce sondage, mais quand j'ai vu les chiffres, ça m'a fait peur. Moi j'ai des enfants qui ont 19 et 16 ans. Bon, ils sont pas dans ce cadre-là. Ils ont certes une conscience climatique, environnementale, machin, etc. Mais ça les angoisse pas à ce point-là. Donc j'aimerais savoir qui sont ces jeunes angoissés. J'aimerais leur parler, leur dire que tout va bien. Et comme je disais ce matin, si vous voulez vous rassurer, vous pouvez écouter Nicolas Sarkozy, le temps des tempêtes. Vous comprendrez que même dans la tempête, ça peut bien se passer. Non mais on sait jamais. Non mais à un moment, après faire de la SMR ou des trucs. Vous pouvez pas leur dire avec. Mais bien sûr, un des vrais problèmes là-dedans, je pense que c'est la dépolitisation de la jeunesse. Le fait aussi qu'ils soient dépossédés, qu'il y a un côté où ils pensent pas qu'ils puissent agir sur le réel. Or c'est faux. Et d'ailleurs, on va le voir à l'élection présidentielle. C'est un vote important, le vote de la jeunesse. Aujourd'hui, qui vote, c'est majoritairement les plus âgés, évidemment, parce que eux savent que ça compte et ils savent qu'ils peuvent agir. J'aime pas voir ce genre de sondage.
déjà, ça veut pas dire grand-chose, mais voir qu'il y a un tel nombre d'angoissés aussi jeunes. Dans 10 pays approuvés par la revue de Lancet Planetary Health, donc c'est un truc qui est à peu près quand même sérieux, mais ils ont interrogé des jeunes. Je vois une jeune Philippine qui dit « J'ai grandi dans la peur de me noyer dans ma propre chambre, puisque aux Philippines, il y a eu un nombre de typhons incroyable. » Mais regardez, dans le sud de la France, il y a encore un épisode des images épouvantables, ça n'arrête terribles. pas. Donc je veux bien, mais au-delà de cette angoisse climatique qui est peut-être fondée, il y a peut-être aussi à se dire, on peut se faire confiance en tant qu'espèce et dire qu'en tant que jeune, c'est même votre devoir de dire que non, vous allez prendre les choses en main et pas dire je suis angoissé. Oui, mais le problème c'est qu'Internet conforte les gens dans leur opinion. Donc on peut pas évoluer là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que avant on disait en gros l'avenir n'est plus ce qu'il était. C'est ça c'était mieux. Et Arthur Clarke qui a dit ça. L'avenir n'était. Et ce qui est amusant, enfin qui est cocasse, c'est qu'aujourd'hui finalement il y a beaucoup moins de guerres. Alors évidemment il y a des guerres dans le monde horrible, mais il y en a beaucoup moins qu'il y a 40 ans. On sait que le numérique nous apporte, on est en pleine transition, un espoir sur la santé. Les indices sont quand même, tout n'est pas catastrophique. Bien sûr, non mais bien sûr. Malgré tout, effectivement, mais parce que il y a plein de facteurs. Effectivement, Internet, on regarde les choses, on se parle entre les gens, voilà. Et puis, je pense qu'il y a des pays où les chiffres sont peut-être pas tout à fait les mêmes. Bien sûr, il y a des énormes disparités, mais quand même, en France, 48% des jeunes sondés qui pensent qu'on est condamné. Alors, quand on regarde le détail du sondage, les Philippines les plus désespérées sont aux Philippines, 92%, au Brésil, 86%, Portugal, 81%, en Inde, 80%, en Australie, 76%. Ils ont aussi des canicules, des incendies terribles. Et la France, 74%. C'est beaucoup quand même. Oui, c'est beaucoup. Et lesquels ont le plus la banane? Moi, j'aimerais bien savoir. Finlande, 56%. Voilà. Allez, tous en Finlande. États-Unis, 68%. Voilà. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. On continue notre tour de table et puis on va parler évidemment des sujets qui font l'actualité. À tout de suite. On est ensemble avec vous pour le 10h midi et les débats entre 11h moins le quart et midi avec aujourd'hui Ergun Toparslan. Je voulais pas me tromper, que vous savez, quand on fait attention, on se dit voilà, je vais me tromper. Toparslan, porte-parole de Territoire de Progrès, Alexis Poulain. Ça, c'est un nom français. Bien français. Alexis, c'est un peu orthodoxe. Un petit peu. Journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Je rappelle que samedi soir, on peut vous retrouver sur RT France, première. Duel des éditos, Et vous serez face à Jacques de Guibon de l'Incorrect, et chaque semaine, Jacques et moi, on va décrypter la campagne présidentielle. Très bien, donc on va vous suivre sur RT France. Régis de Castelnau, avocat. Votre dernier livre, Une justice politique aux éditions L'Artilleur. On va en parler dans un instant avec vous, membre de la rédaction de Front Populaire, et votre blog Vue du droit, et puis Mathieu Alterman, journaliste. Et votre dernier livre, Norbert Saada, producteur de légende, est paru chez Ramsay. Avec 250 photos inédites. Il en rajoute toujours une couche. On va vous consacrer 1 heure pour la promotion de votre livre. Obligation vaccinale des soignants, est-ce qu'il faut un délai? Est-ce qu'il faut que le gouvernement cède? Macron et la sécurité des annonces un petit peu tardives, et est-ce que le temps de les mettre en place, ce sera un petit peu tard, mais enfin mieux tard que jamais peut-être. Et puis Zemmour donne-t-il le tempo de la campagne électorale? C'est en tout cas ce qui semble se passer. On continue notre tour de table. Régis de Castelnau, un coup de gueule ce matin. Alors, il est tardif par rapport à l'information, et puis il est assez technique, donc je vais être rapide. C'est bien, ça nous donne envie tout de suite. Tout de suite, on a envie de vous écouter. Je vais utiliser l'argument d'autorité. Ce sont des matières que je connais bien, je les ai enseignées, j'ai écrit des livres dessus. C'est la responsabilité personnelle des décideurs publics. Et mon coup de gueule, c'est sur la mise en examen de Madame Buzyn. On peut imaginer l'affection que je lui porte. Pour moi, c'est une caricature d'un certain monde politique, cupide, pantoufleur, etc., et qui fut une calamiteuse ministre. Ok, je l'ai habillée. Maintenant, cette mise en examen est absolument anormale. C'est-à-dire qu'elle est anormale parce que, premièrement, il faut lire les articles du Monde, puisque messieurs Davé et Lhomme, qui sont les petits télégraphistes de cette magistrature militante, publient des violations du secret de l'instruction, en veux-tu, en voilà, et nous ont expliqué pourquoi elle était mise en examen pour mise en danger délibérée d'autrui. Ça sonne bien, c'est bien. Elle a été méchante, mise en danger délibérée d'autrui par violation de règles particulières de prudence et de sécurité prévues par la loi, des règles
particulière. Or, quel est le texte qu'elle aurait violé? C'est le décret qui fixe les attributions du ministre qu'elle est nommée, c'est celui signé par elle et signé par Emmanuel Macron, c'est-à-dire ça a une portée strictement générale. Le juriste et praticien que je suis vous dit, c'est une imposture juridique, cette mise en examen. Il faut la limitation de vitesse qui vous est chère, comme à moi d'ailleurs, peut-être pas à 30, Valérie, non, c'est une réglementation particulière de sécurité, particulière. L'obligation de fixer des buts sur les terrains, de fixer au sol les buts pour pas qu'ils tombent sur les terrains de sport, c'est une obligation particulière de sécurité. Les désignations du périmètre d'intervention d'un ministre, disant qu'elle doit s'occuper de la santé, n'est pas un texte particulier. Donc comment vous expliquez cette mise en examen? Parce que si elle est mise en examen, il faut mettre en examen Édouard Philippe et le président de la République, bien que ce ne soit pas possible, mais elle n'est pas la seule responsable, et le ministre de la Santé actuel aussi. Mais écoutez, évidemment, et on voit bien dans le compte-rendu qui en est fait par messieurs Davé et Lhomme, dont j'insiste, ils sont les dépositaires des violations du secret de l'instruction qui arrivent directement du palais. Donc, ils disent, on considère qu'elle n'a pas été efficace, qu'elle n'a pas anticipé, mais c'est pas ça, c'est le contrôle du Parlement qui contrôle pas, je suis bien d'accord, mais moi je dis pas que c'est un progrès de confier les défaillances des ministres, le contrôle des défaillances des ministres, qui ne sont pas des fautes pénales, de les confier aux juges parce que le Parlement fonctionne mal. Ouais. C'est un dysfonctionnement et je pense que c'est grave. Et c'est grave parce que les magistrats prennent de plus en plus, on l'a bien vu en 2017 avec la façon dont ils ont liquidé judiciairement François Fillon, les magistrats prennent de plus en plus de prérogatives politiques et j'ai quelques inquiétudes sur la campagne qui s'ouvre, la campagne électorale, parce que je les connais bien. Je pense qu'il y en a certains qui seront tentés de recommencer 2017. Oui. Évidemment, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Régis. Je voudrais juste qu'on rappelle un chiffre, c'est qu'au moment où elle était ministre, on avait 1 voire 2 morts de la Covid en France. C'est-à-dire que c'est pas... Elle n'était pas là il y a 2 mois, il y a 3 mois. On ne peut pas faire un parallèle avec Laurent Fabius et Georgina Difoy à l'époque du sang contaminé en 1984. Ça n'a rien à voir. Donc, effectivement, incompréhensible pour moi. Oui. Alexis, vous êtes... Vous étiez satisfait de cette mise en examen? Non, parce que de toute façon, la Cour de justice, c'est une juridiction exceptionnelle. Bon, à part une petite tape sur les doigts et un rappel à la morale en disant, attention, c'est un peu être responsable quand on est politique. Il n'y aura rien, donc ça ne sert à rien. Et puis, c'est vrai qu'après, il n'y a pas qu'Agnès Buzyn. Derrière, c'est peut-être un coup de semonce. Mais le précédent, c'est évidemment François Fillon 2017, où là, on a vu comment les juges ont voulu peser sur la campagne. Et le risque, je suis d'accord avec Régis, c'est de voir ça à nouveau en 2022. Que ce soit de ce côté-là, mais aussi du côté des affaires du MoDem. Parlons de François Bayrou, du côté des affaires de Marine Le Pen, côté de Richard Ferrand, mais lui, il est mis à l'abri. Jean-Paul Delevoye. Enfin, c'est pas ce qui manque. En gros, les affaires, si on veut les sortir, il y a Benalla en ce moment. Il y a Benalla en ce moment qui est entendu. Et d'ailleurs, on n'entend pas la cellule riposte. Ismaël et Mélien qui ont pourtant participé à diffuser des images. Non, mais donc les procès politiques, il y en a un paquet. Il y a eu Jean-Luc Mélenchon. Ça n'arrête pas. Et le risque, c'est que ça devienne finalement le métronome d'une campagne politique. C'est inacceptable. Oui, on ne vous a pas entendu sur le sujet. Non, évidemment, je suis scandalisé par cette mise en examen. Je fais part de mon soutien à Agnès Buzyn. Moi, je ne suis pas scandalisé. Je trouve que c'est bien qu'elle réponde à des questions de la justice, vu qu'elle n'a pas pu répondre, vu qu'à l'Assemblée nationale, la majorité a fait en sorte qu'il n'y ait pas vraiment de commission d'enquête. Il ne faut pas perdre de vue que la crise sanitaire qu'elle a subie elle en tant que ministre de la Santé était évidemment inédite et que le combat, la gestion de cette crise-là, elle est évidemment critiquable, mais dans ce cas-là, c'est une critique et une comparaison internationale qu'il faudrait faire, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont subi cette crise-là. Aujourd'hui, le souci, c'est que ça alimente un climat de défiance et de complotisme qui tourne autour du pass sanitaire, là, qui s'organise, et contre l'ensemble de la classe politique. Donc on voit tout de suite M. Poulain qui parle des affaires de M. Il y en a des affaires. Écoutez, si vous avez des choses, allez au tribunal, déposez plainte, et puis on verra ce qu'il y a derrière. Mais quand on dit ça, on alimente une défiance vis-à-vis du politique, avec une abstention qui explose dans notre pays,
des thèses complotistes qui sont en train d'avoir le vent en poupe. Donc, à un moment donné, il faut faire attention aussi aux décisions qu'on prend, aux responsabilités que chacun a et aux prises de parole qu'on peut avoir, comme ici, par exemple. Donc, si vous avez des choses à dire, allez porter plainte, ramenez les preuves devant le tribunal. Il y a des associations anticorps, notamment, à porter plainte. Et on a vu, la justice a fait son travail, on va dire. C'est bon. Mais le mal est fait. Enfin, je veux dire, à un moment, si on a des politiques qui sont à ce point-là inconséquents et qui pensent qu'ils peuvent essayer, Jean-Paul Delevoye, par exemple, mais aussi tous les problèmes de la haute autorité à la transparence de la vie publique. Je pense qu'en France, les condamnations des politiques, elles sont assez... Il y en a peu. Il y en a peu. Il y en a très peu. Il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a beaucoup plus que ce que vous imaginez. Il y en a beaucoup, des élus locaux. Derrière, si il y a, vous avez des preuves des élus locaux, mais y compris le président de la République, l'ex-président de la République. Oui, non, il y a pas mal d'affaires. À lire le livre de notre ami Régis de Castelnau, Une justice politique, pour comprendre un peu plus comment ça fonctionne aux éditions de l'Artilleur. On se retrouve dans un instant et je crois que le coup de gueule d'Ergun Toparslan concerne Éric Zemmour. A tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, avec Alexis Poulain, Régis de Castelnau, Mathieu Alterman et Ergun Toparslan. On va parler de l'obligation vaccinale des soignants, d'Emmanuel Macron et de ses annonces en matière de sécurité. Et puis Éric Zemmour donne-t-il le tempo de la campagne? Alors je vous laisse tous libres de vos coups de cœur et vos coups de gueule. Ça concerne Éric Zemmour et Ergun Toparslan. C'est ça, Ergun. Déjà c'est Ergun. Parce qu'il y a des trémas. Il y a des trémas, il y a des... on me l'a pas mis sur ma feuille, donc moi je rigole. Non, c'est vrai que cette sortie... C'est un prénom turc. Ouais, d'origine turque. Donc, mes parents qui ont immigré de la Turquie en France, dans l'est de la France, dans les usines à Pont-à-Mousson pour pouvoir... Vous êtes né en France? Je suis né en France. Donc, je suis français et très fier de l'être. Enfant de la République, comme je dis, comme j'aime bien le dire. C'est-à-dire que je sais ce que je dois et ce qu'on doit... comme beaucoup de personnes à la République française. Et je pense que là est le véritable combat et la véritable chose qui dérange Éric Zemmour, notamment dans cette prise d'opposition cette semaine dernière où il disait il faut vouloir interdire les prénoms musulmans. D'ailleurs, on ne sait même pas ce que ça veut dire un prénom musulman, parce qu'il y a tellement de cultures, de pays, de personnes d'origine culturelle différente qui est dans cette religion-là. Mais plus particulièrement certains prénoms comme Mohamed, etc., qui empêcheraient d'être complètement français. Bon, tout d'abord, évidemment, on pense aux martyrs de la nation qui sont morts sous l'uniforme pour le pays. Donc on pense à Latifa Ibn Ziaten qui a perdu son fils, on pense à Ahmed Merabé, on pense à d'innombrables policiers qui travaillent actuellement, on pense à tout le personnel de santé, nos infirmières, les médecins qui ont des prénoms musulmans, qui travaillent sans arrière-pensée, qui soignent tout le monde et qui s'investissent pleinement pour la réussite de notre pays, comme si le fait d'avoir un prénom était à l'origine de l'ensemble des problèmes que peut connaître notre pays. Moi, ce qui me scandalise, c'est tout d'abord cette sortie-là. Après, en vrai, je suis scandalisé sans trop l'être, parce qu'à chaque sortie de les livres, il a fait une fois le sexisme, une fois l'homophobie, la dernière fois il a fait la pub pour le régime de Vichy. Maintenant, il s'attaque à l'aube des élections présidentielles à nos concitoyens musulmans. Et tout d'abord, bien évidemment, il faut le condamner, mais il ne faut pas perdre de vue que derrière, il y a aussi, est-ce que c'est le message que je voulais passer derrière ce coup de gueule-là, c'est qu'il y a une France raisonnable, raisonnée, modérée et moderne, qui sait qu'il y a des problèmes dans notre pays, on a des soucis dans certains endroits, dans certains territoires, on en est conscient, mais c'est pas pour autant en stigmatisant, en pointant du doigt une certaine partie de notre population qu'on aimerait les régler. Et encore moins avec ce genre de posture. Mais est-ce qu'il faut y accorder de l'importance? Genre, moi, je n'ai pas traité le sujet, c'est en boucle depuis 4 jours, donc ça va nous amener sur notre sujet Éric Zemmour. On peut en parler, on doit en parler d'Éric Zemmour, de sa candidature, de sa non-candidature, mais sur ce type d'idée, c'est parce que beaucoup de gens pensent comme... Avant de laisser la parole à mes collègues, je pense qu'il faut accorder de l'importance parce que derrière toutes ces postures-là, toutes ces prises de position-là, Éric Zemmour, son véritable ennemi, c'est la République. Et en tant que républicain, il est contre le modèle de républicain qui fait que pour plusieurs personnes d'origine, son souci, c'est le modèle républicain laïque. Qui le dérange complètement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a une petite nostalgie vers les anciens régimes de notre pays. Et nous, en tant que républicains, on doit tous être unis face à ce genre de prise de position. Oui, mais lui répond que ce sont ces gens qui décident de donner un prénom musulman, puisqu'il l'a cité, à leurs enfants, qui ne veulent pas s'intégrer et qui refusent les lois de la République. Le problème, c'est que sa démonstration, elle est fausse. Il fait des châteaux de cartes, on va enlever une carte et tout s'écroule. Il n'arrête pas de répéter que ses grands-parents et que plein de gens qui ont immigré en France dans les années 30-40 dont beaucoup venaient des pays de l'Est, dont mes grands-parents, je m'en parlais, avaient des prénoms effectivement qui n'étaient pas français et les ont changés pour avoir des prénoms français. Mais ils l'ont fait parce que leur prénom
était totalement abstrait pour les Français. C'était pas Mohamed. Tout le monde connaît le prénom Mohamed, par exemple. C'est pas, ils avaient des prénoms, on savait même pas que c'était des prénoms. Moi, mon grand-père, il s'est fait appeler Charles. Son prénom, je sais même pas l'écrire. Il y avait des Z, des Y, des machins, des trucs. Il a fait parce que c'était juste qu'il avait pas envie. Il avait envie déjà d'être français. Il voulait pas épeler toute la journée son prénom, ce qui est absolument pas le cas des gens qui ont des prénoms musulmans en France, qui sont connus tous, et il n'y a pas de souci avec ça. Et effectivement, je pense qu'on parle d'un truc qui n'est, mais c'est même pas c'est rien, c'est même pas que c'est pas un problème. De quoi on parle? Enfin, vous vous rendez compte, on est en train de parler depuis 4 jours d'un truc. Je crois qu'on peut parler du cas Zemmour, qui est une boursouflure médiatique qu'il faut prendre comme telle. Boursouflure médiatique, mais qui monte dans les sondages. Non, arrêtez les sondages à 8 mois non, stop. Zemmour, il faut rappeler, c'est quelqu'un qui a été condamné plusieurs fois, notamment une de ses premières sorties, c'était de dire que les patrons avaient le droit de refuser d'engager des Noirs et des Arabes. Voilà, ça il l'a dit à l'antenne d'une radio, et il a continué dans sa xénophobie, dans sa misogynie ordinaire, en faisant un projet de société qui est la guerre civile, la guerre des civilisations, qui est complètement ringarde. D'ailleurs, même George Bush est revenu dessus. Je crois qu'à un moment, il faut arrêter, il faut prendre ce petit personnage pour ce qu'il est, un égo boursouflé, qui a envie qu'on parle de lui, qui a envie de foutre la merde dans ce pays, pays qui va déjà pas très bien. Je crois que c'est pas nécessaire d'en faire l'alpha et l'oméga d'une campagne, alors qu'il n'est pas candidat et qu'il va vendre son livre. J'ai lu des passages du livre, franchement, il y a des passages risibles, quand il est face à la main et qu'il n'arrive pas à avaler son bar en alors Régis. Il y a des passages risibles, mais il y a des passages assez ignobles aussi. C'est grotesque, cette histre de prénom, mais c'est pas nouveau, hein. Non, c'est pas nouveau. C'est une carrière. À chaque fois, il faut y revenir. Il l'avait fait avec comment s'appelle-t-elle, Absatoussi, Corinne. Mais alors, le problème, c'est qu'y compris sa revendication, elle est biaisée. On voit bien la mauvaise foi. C'est qu'il dit racines chrétiennes de l'Europe, etc., et il faut revenir au calendrier chrétien. Mais attendez. Ce calendrier instauré, l'obligation de passer par ce type de prénom, relève de Napoléon. À l'époque, la France était massivement chrétienne. Après la Deuxième Guerre mondiale, 45% des gens pratiquaient. Aujourd'hui, c'est 5%. Elle est déchristianisée, la France. Ça n'a plus aucun sens que d'exiger que les gens se réfèrent à une religion qui n'est pas la leur, etc. Bon, et réciproquement, moi, j'ai une de mes petites filles qui s'appelle Marie. J'adore ce prénom. Et je suis athée. Et ses parents aussi, d'ailleurs. Donc, non. Il y a une autre chose. Et on voit pointer ça dans son bouquin. À propos de Mohamed Merah, il fait un drame en disant que c'est pas normal que Merah s'il avait été français, qu'il ait été enterré en Algérie, comme les petits enfants, assassinés de l'école ont été ensevelis en Israël. Mais est-ce qu'il se rend compte du parallèle qu'il fait sur les prénoms? Moi, je pense qu'il existe un cadre juridique. C'est le procureur, s'il est saisi d'un problème posé par un prénom, il tranche. Et il demande au juge de trancher, pardon. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à Avignon, il y avait des gens qui avaient trouvé très astucieux d'appeler leur fils Djihad parce qu'il était né le 11 septembre, et il lui avait fait faire un t-shirt Djihad. Bon, c'est lamentable, mais je trouve que ce qu'a fait Cécile Duflot d'appeler sa fille Térébenthine, c'est pas mieux. Moi, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on en vienne un petit peu à des systèmes à l'américaine, où on donne des prénoms n'importe comment, qui n'ont aucun sens et tout. Et c'est en ça que le prénom Mohamed, Ahmed, qui est une diminution, Merabé, oui, il était français, il était policier, et c'est en luttant contre le terrorisme qu'il a été exécuté. Donc, non, il y a un côté, je dis grotesque, mais il y a un côté plus que déplaisant. Régis, vous dites que vous ne voudriez pas qu'on arrive à un moment où on va donner des prénoms qui ne veulent plus rien dire. On y est. Moi, je veux dire que je donne des cours dans des écoles depuis 2 ans. Réellement, j'ai des prénoms. Je ne sais pas si les gens ils jouent au Scrabble et puis ils les inscrivent après. Je ne sais pas ce que c'est. Et je ne parle pas du tout. C'est pas lié à une origine quelconque. Ce sont des trucs complètement abstraits. Mais le fond, parce que là, on est à la surface des choses. Le fond de ce qu'évoque quand même Éric Zemmour, c'est de dire que ces gens qui nomment leurs enfants avec des prénoms musulmans ne veulent pas s'intégrer pour une grande partie, s'assimiler à la société française. C'est faux, mais il passe son temps à faire des généralités idiotes, xénophobes, et il en fait son fonds de commerce. À un moment, il faut arrêter de lui faire de la pub.
C'est pas la même chose que quelqu'un qui s'appelle Jean, par exemple, et qui veut aller vivre aux États-Unis et qui doit changer son prénom en Sean parce que Jean est un prénom féminin aux États-Unis. Vous voyez, il n'y a pas ce cas de figure. Si vous vous appelez. Non, mais c'est un acte militant pour lui que d'appeler son enfant, de donner, quand on est à la 3e génération, de donner un prénom. Et les gens d'origine bretonne qui donnent des prénoms purement bretons, qui souvent. Vous savez bien que la Bretagne, comme dirait Yvon Rioufol, il n'y a pas eu beaucoup de terroristes bretons. J'essaye d'apporter la contradiction. J'essaye d'apporter la contradiction. Que je sache, l'immense majorité des musulmans n'ont jamais fait d'actes terroristes. Mohamed n'est pas une déclaration de guerre à la France. Mais bien sûr que non. Mais c'est ce que lui dit, c'est ce que je veux dire. Et quand on appelle les enfants Marie, moi je suis pas d'accord là-dessus. C'est exactement ça. Il ne faut pas mépriser ce genre de prise de position qui peuvent être très dangereuses parce que il y a les sondages, mais bon, on peut pas leur donner trop d'importance. Mais il y a une résonance dans la société française. Mais qui donne cette résonance? Les médias, ça fait 4 jours. Non, pas que. Il y a une France pas profonde, mais il y a une France qui rêve de réveiller la vieille pulsion profonde là, qui a été aux manettes pendant quelques temps dans ce pays. Mais moi, je pense, parce que les auditeurs se méprennent sur ce que j'ai dit, moi je pense qu'il faut parler d'Éric Zemmour, que c'est un phénomène. Il faut pas le minimiser. Moi j'ai entendu même un ministre de la majorité présidentielle, d'ailleurs qui est dans mon parti Territoire de Progrès, Djebari, qui a été en disant que c'était un faux dur et que c'était un vrai soumis. Moi je suis pas certain que ce soit ça la bonne stratégie pour aller combattre ça. Il faut le combattre sur le débat des idées, ce qui a été dit tout à l'heure. C'est un château de cartes. Il veut se présenter à l'élection présidentielle. On va parler. Quel est le programme? Mais ça fait un quart d'heure qu'on parle des prénoms. Oui, mais parce que moi, je ne l'ai pas traité depuis le début de la semaine. On est mercredi parce que je n'ai pas envie de traiter ce sujet sur lequel il n'y a pas de raison de parler. Il y a une partie de notre population, une très grande partie de notre population qui est blessée par ça. De quoi l'histoire des prénoms est-elle le nom? C'est une forme d'exclusion et de racisme. Oui, c'est que ça en fait. Mais à la limite, il peut lancer n'importe quelle idée. Les médias vont s'en servir parce qu'effectivement, ça fait de l'audience, ça fait du buzz. Mais etc. ça pose la question des médias plus que la question d'Éric Zemmour. Je pense que ça pose la question des médias. Derrière, c'est la question de l'agenda médiatique, la façon dont on décide d'en parler ou non, et d'en faire un thème ou non. Et je trouve que le quasiment. Alors, il sort un bouquin, donc on en parle. Évidemment, il sort tous ses bouquins en ce moment. Mais lui, il a quand même beaucoup plus de pubs que les autres. Il est en tête des ventes sur Amazon pour un livre qui n'est pas encore sorti. Mais parce qu'il sait qu'à partir du moment où il va être dans la provoque, dans la petite phrase, c'est ça qui marche. C'est-à-dire qu'il y a une prime au grotesque. Aujourd'hui, vous dites une énormité, mais même, regardez les candidats écolos qui font leur primaire, plus vous dites un truc énorme, plus on va vous parler de ça. C'est le buzz à gagner sur l'information. Et aujourd'hui, vous faites plus d'audience avec 5 minutes sur Éric Zemmour qui dit une bêtise que 5 minutes sur Michel Barnier qui peut dire quelque chose d'intelligent. Parce que la prime, elle est à la connerie. Plus vous dites une connerie, plus vous avez de chances qu'on parle de vous. Bah oui, mais c'est grave quand même. Anne Hidalgo est doublé le salaire des enseignants. Pareil. Ça fait 4 jours qu'on parle de ça. Il n'y a pas le fond du début d'une idée de financement. Rien. Voilà. Personne ne dit par exemple qu'en Allemagne ils sont plus payés parce qu'il y a beaucoup moins d'établissements, qu'il y a moins de frais de structure. Personne. Alors que c'est intéressant si on veut rentrer dans le sujet. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans l'analyse, on est dans le commentaire. Donc ça donne ça. C'est ce qu'on fait en même temps. On commente un peu tous les jours. On s'autoflagelle. Oui. Non, parce que. Alors, on va y revenir avec vous, Régis, dans un tout petit instant. La politique, c'est un combat. Ouais. La politique, c'est de la conflictualité. Il est soutenu par du monde. Il y a un hebdomadaire qui s'appelle Valeurs Actuelles qui le soutient. Il y a des associations qui se sont montées sur les réseaux, etc. Et puis, il est soutenu par des intérêts financiers aussi. Ça, je veux dire, à la limite, c'est la démocratie, c'est le débat contradictoire. Mais justement, les idées qu'il véhicule, qu'il met en avant, et qui sont en plus des idées particulières, c'est-à-dire que ça évite de venir sur certaines vraies questions de fond, économiques, donc structurel, et oui, il faut en parler, il faut le combattre. Il faut en parler, écouter ce qu'il dit, peut-être, mais est-ce qu'on est obligé de faire une polémique sur ce sujet des prénoms? J'entends ce que vous dites. Je crois qu'on est plus large, vous dites que ça a blessé des gens, mais justement, plus on en parle, plus vous touchez de gens et plus ça les blesse. Donc c'est. Non, mais il faut qu'ils comprennent aussi qu'il y a un contre-modèle à ce qu'il essaie de défendre lui. Ça s'appelle la République française. Parce que fondamentalement, je pense que son vrai combat, c'est contre la République française. Il va se présenter pour être président de la République française, mais son premier acte, ça sera de démanteler la République. Alors, on va marquer une pause. On se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Donc, on va passer à un autre sujet, tout de même. On va parler d'autre chose que d'Éric Zemmour. Parlons d'Emmanuel Macron et de la sécurité, des annonces qui arrivent un petit peu tard. Attendez, avant, Régis, je crois que vous vouliez revenir sur le tempo. C'est ça? Vous n'étiez pas d'accord avec ce qu'on disait? J'ai dit qu'on change de sujet, mais... Non, on change de sujet.
Non, non, mais toujours à propos de Zemmour. Oui. Parce que j'avais dit que je vous donnerais la parole, mais bon, on l'a fait, on en a parlé. Oui, ben, je la prends quand même, puisque je suis brimé dans cette émission. Allez-y. C'est l'anarchie ici. Il n'y a pas d'autorité. Je pense qu'il est normal que le débat ait lieu, il est normal qu'on revienne, parce que c'est lui qui met l'accent là-dessus, ce qui m'évite de parler d'autres sujets où il n'est pas très en forme, je parle, parce que le président de la République, c'est pas rien. Et donc, voilà, je veux dire, le conflit politique, la conflictualité politique, vous disiez tout à l'heure, Valérie, que ça avait pu offenser les gens, mais ça m'intéresse pas, ça offense qui veut être offensé. Moi, ce que je ne veux pas, c'est que ce genre de valeurs, ce genre de règles soit imposé dans mon pays, c'est tout. Voilà, je défends mon pays. Et ce matin, il a relancé un débat. Moi, je n'ai pas écouté ce matin, mais apparemment, il regrettait. Vous dites, Mathieu, que il regrette l'abolition de la peine de mort, mais il va sur ce sujet parce qu'il y a 2 jours, il y a eu une émission consacrée à Badinter sur France 3 en prime time. En fait, il prend le sujet et puis il voit les gens qui sont contre le truc et puis par principe, il revient dessus. C'est lamentable. Emmanuel Macron et la sécurité, plus de bleus sur le terrain, doublement des effectifs. Il a promis 500 millions d'euros supplémentaires dès 2022 pour mettre en œuvre les mesures décidées au Beauvau de la sécurité. Ça arrive un petit peu tard. Ça fait un petit moment quand même que... moi, ça arrive. Ça arrive. Oui, alors c'est ça. En fait, il faut savoir que ça remonte à, je pense qu'il y a un sondage il y a un an où 80% des Français ne faisaient aucune confiance à Emmanuel Macron sur la question sécuritaire. Et donc, je pense que depuis, il a bossé, il a fait le Beauvau de la sécurité et il s'est dit, si je rentre en campagne, ce qu'il fait, il faut vraiment que je colmate les brèches. Et là, il colmate la brèche sécurité, il prend les devants en disant, attendez, je dépense 500 millions, je vais mettre 1,5 million sur la table, regardez, moi je fais des choses, moi j'agis, mais il faut le redire, attention. Non mais 1,7 million, 1,5 million. Et le problème c'est que quoi? C'est que c'est le candidat permanent. Alors je veux bien que le quinquennat ait rendu ça possible, mais là on est dans la caricature. À Marseille, il sort le chéquier, notre chéquier, c'est pas lui qui est généreux, c'est nous qui allons payer des impôts. Là, le Beauvau, vous voulez quoi? Un nouveau calot, un nouveau polo, des voitures, pas de problème, de la formation, super. Alors les policiers qui ont travaillé, et ils ont travaillé sur le Beauvau de la sécurité, des billets gratuits aussi, des billets gratuits, disent tant mieux, on a travaillé, on espère qu'on va être entendu, mais on a le précédent de la Convention citoyenne pour le climat. Il s'est assis sur à peu près tout ce qu'on proposait les citoyens. Ce qui est très amusant dans l'histoire, c'est qu'on se rend compte qu'en gros, il y a 5 ans, il a fait la campagne sur sa gauche parce que le PS n'existait plus et qu'il avait besoin de ses voix. Et que 5 ans après, il va faire la campagne sur sa droite parce qu'il a besoin des voix qui sont à droite parce que la droite est dans les choux. C'est tout. Je vais vous dire pourquoi c'est pas vrai. Alors, Ergun. Je veux entendre ça alors. Territoire de progrès, c'est le parti de l'aile gauche de la majorité présidentielle qui se structure autour de Jean-Yves Le Drian et Olivier Dussopt. Et nous, on fait partie de ces personnalités, ces élus de gauche qui veulent soutenir et veulent la réussite du quinquennat et veulent que le président de la République se représente en 2022. Quand il y a eu le sujet de la sécurité est arrivé, notamment en fin d'année dernière, beaucoup dans le débat, on a fait des propositions, notamment en ce qui concerne l'IGPN, avec la nécessité d'avoir une structure indépendante pour pouvoir contrôler les violences financières éventuelles, et ça serait plus rassurant en termes de la population qui recevrait ça. Je suis pas certain que la stratégie du président de la République c'est uniquement à droite. D'ailleurs, je suis pas certain que la droite soit ait l'exclusivité sur les réponses sur les sujets de sécurité. Nous, on pense qu'il y a un discours de gauche sur les sujets de sécurité. C'est qu'il est faible sur les questions de sécurité et il essaie là de... Encore heureux qu'il n'est pas le même, c'est ce qui fait la distinction entre la droite et la gauche, mais on pense que ce discours de gauche sur la sécurité est entendu. Et je ne veux pas vous démoraliser, mais je pense que Emmanuel Macron a plus l'intention de gouverner dans le cadre peut-être même d'une cohabitation avec la droite, d'avoir une assemblée beaucoup plus à droite et de se débarrasser justement de son aile gauche. Je pense que c'est un peu sa stratégie. Vous serez peut-être surpris en juin prochain avec la composition de l'Assemblée nationale. En tout cas, nous, on sait qu'il y a une majorité de la population qui a permis l'élection du président de la République en 2017, qui est cet électorat de centre-gauche qui était un petit peu perdu. Entre-temps, la République En Marche n'a pas réussi à capter cet électorat dans les élections municipales et locales. Et maintenant, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est dans cette nouvelle structure qui doit accompagner le président de la République, c'est de faire en sorte que cet électorat-là puisse s'y retrouver et puisse soutenir l'action du président de la République et du programme qu'il va proposer sur les 5 prochaines années. Régis de Castelnau. Alors, moi, je ne vais pas parier sur le résultat des législatives en juin prochain. J'ai des espérances. J'aimerais bien que LREM fasse les scores qu'il a fait dans les élections locales. Mais ça, c'est pour moi. LREM n'existe plus. Je pense que le président... Je vais dire du bien. Je vais dire du bien de quelqu'un qui me faisait rire jusqu'à présent. J'ai entendu ce matin Michel Barnier, que je n'ai pas trouvé mauvais.
Hein. Je le connais depuis le temps. Même génération, je l'ai connu petit, je l'ai connu jeune quand j'étais à Sciences Po. Donc, et il disait à ce propos-là, il a dit, écoutez, il nous dit aujourd'hui ce qu'il aurait dû nous dire et faire en 2017. Ben absolument, c'est du vent, c'est de la communication. La politique est remplacée par de la communication. Et là, aujourd'hui, parce qu'on a fait un virage à droite très sévère, je ne sais plus à quelle occasion, il était... Oui, quand il a fait son intervention sur l'Afghanistan, qui posait des problèmes géostratégiques très importants, il en a profité pour insister sur l'histoire des personnes qu'on accepterait. Il passe son temps à donner des gages à la droite, il a une ligne de droite, il était le candidat du PS en 2017, ça c'est mon opinion. Tous les poids lourds du PS l'ont soutenu, et puis ils ont désigné Benoît Hamon pour être le candidat. Moi je suis pas certain qu'il va si loin. Là, cette fois-ci, attendez, sur le virage à droite, il va vers la droite. Mais on va clairement vers la droite. Enfin, il y a eu tout. Mais dans les discours, Alexis, dans les discours. Oui, dans les discours. Pas que dans les discours. Enfin, il a dit hier à Roubaix que la sécurité, elle était la première des libertés. C'était un slogan de campagne de Jean-Marie Le Pen. Bon, c'est vous dire comme ça y va. Donc, c'est désinhibé totalement. Et il y a le problème d'Emmanuel Macron, c'est que on ne sait pas, on ne sait jamais en fait. Le en même temps est devenu le n'importe quoi, le à peu près tout. Et comme il est en campagne, ça va être, mais sous amphétamine, ça va être encore plus de n'importe quoi. Peut-être qu'il va simplement où sont les électeurs. Mais non, là, parce qu'il essaye de flatter tout le monde en même temps. Encore une fois, de l'élection présidentielle, il dit plus de bleus dans la rue, doublé en 10 ans la présence sur le terrain des policiers et des gendarmes, une réforme de leurs horaires. Enfin, d'un seul coup, il prend conscience que peut-être effectivement il y a un problème. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi quand même le but d'engager en nombre beaucoup plus. Donc bien forcément, c'est pour ça qu'il mieux. Voilà, c'est pour ça qu'il appelle à plus de contrôle parce qu'il va y avoir des nouveaux dans la police. Voilà. En France, dès qu'on parle de sécurité en France, on est à la fin du quinquennat. On est à la fin du quinquennat. Dès qu'on parle, on va faire le bilan du quinquennat, on peut le dire. Il y a eu 1,2 milliard qui ont été mis sur le ministère de l'Intérieur. Il y a eu la rénovation de 50% des commissariats, 50% des véhicules qui ont été remplacés par des véhicules complètement neufs. Ce sont des éléments peut-être matériels, mais qui ont leur importance pour les policiers qui travaillent dans des conditions. Un commissariat pour 5 communes en banlieue parisienne, avec une voiture. Ça sera évidemment jamais suffisant, mais il faut savoir aussi qu'on vient. Vous dites que c'est un virage à droite, sauf que c'est sous la droite qu'on a supprimé 10 000 postes de police dans le ministère de l'Intérieur. Non, mais c'est l'argument, mais c'est la réalité. À un moment donné, il faut être confronté à son bilan. La droite n'a pas été à la hauteur là-dessus. Il y a eu 4 ans qui sont passés. Quand il dit que la sécurité c'est la première des libertés, je peux vous assurer que c'est notamment dans les villes populaires, dans les quartiers populaires, où c'est une réalité, où les citoyens ont besoin de plus de présence de bleus parce qu'ils veulent être en sécurité, ils veulent vivre en sécurité. C'est pas qu'un slogan de l'extrême droite. Mais ça va. Mais ne jouons pas les naïfs. Ils jouent pas à ça là-dessus. Nous sommes en train de jouer les naïfs. Tous les mandats présidentiels ont commencé un peu à gauche et ont toujours fini vers la droite. Toujours. Giscard, c'était déjà ça. À l'époque, ça a été ça. Toujours. Mitterrand c'était également ça. Ça a toujours été comme Hollande. ça. C'est pas nouveau. C'est la finance et il finit avec Sarkozy également, avec Buisson à la fin et au départ. Ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas de nouveau. On se rend compte qu'il y a une demande toujours centre plus à droite que centre plus à gauche. Ouais, alors j'ajoute qu'à mon avis, c'est un discours en direction des forces de police elles-mêmes, qui sont fort nombreuses, et qui constituent un socle d'électeurs pour le Rassemblement national, policiers et gendarmes d'ailleurs. Donc on est dans la communication, on est dans la joute électorale. Moi, faire confiance à Emmanuel Macron quand je vois ce qu'a été son mandat. Pour la petite histoire, Valérie, le Front Populaire va faire un numéro spécial abécédaire du macronisme, un numéro bilan, et je suis en train d'écrire les articles sur les institutions et sur la justice. On parle des forces de police. Un jour, il faudra parler de la justice aussi, la déshérence totale dans laquelle ce service public fondamental se trouve aujourd'hui. Précision, Véronique me dit, je pense que Zemmour est un bon débatteur, je suis de droite, je voudrais préciser quand même des choses. Vos propos sur son opinion sur les juifs sont terribles et à vomir, vous discréditez à défendre Zemmour. Mais personne ne l'a défendu, jamais. C'est pour ça que parfois je suis étonné des réactions de certains auditeurs, parce qu'on n'a jamais défendu, au contraire on a cité cet exemple comme étant totalement indigne de dire que les parents des enfants assassinés n'avaient
n'avaient pas le droit d'enterrer leurs enfants en Israël. Donc c'est pas du tout ce qu'on a dit. Donc je voudrais juste lever cette ambiguïté. Oui. Quand je dis que je ne défends pas Zemmour, je dis qu'il faut parler du phénomène Zemmour. Point barre. Mais je voulais juste. Vous dites ça, on n'est pas tous d'accord autour de la table. Est-ce qu'il faut parler de quelqu'un qui soi-disant va être candidat, soi-disant va pas l'être, et de toute façon n'a pas de programme en plus et n'a pas de parti à un moment. D'accord. Elle me dit qu'elle répondait à une dame. D'accord. Il y a du soutien, il y a des gens, etc. Il ne faut pas retourner ça d'un revers de main. Très bien. Bien sûr qu'il faut parler de Zemmour. Okay. En plus, il rentre en résonance avec un certain nombre de choses qui travaillent la population française, la crise de l'identité, la question de l'insécurité, la question de l'immigration. Enfin, voyons, quand on regarde les études d'opinion sur cette question, qui n'est pas la première, mais qui est très importante, sur la question de l'immigration. J'entendais ce matin monsieur Michel Barnier, qui n'est quand même pas un excité, parler d'un référendum sur l'immigration et d'un moratoire sur celle-ci. C'est pas rien. Donc, je veux dire, Zemmour, il est quand même significatif. Absolument. Bon, pardon pour cette digression. On se retrouve dans un instant. Il nous reste un petit peu de temps quand même pour parler de la vaccination des soignants. Je reçois des messages aussi de soignants qui me disent on a lancé le hashtag soignants vaccinés pour dire que la grande majorité des soignants sont vaccinés. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Donc c'est aujourd'hui que les soignants sont obligés d'être vaccinés. Visiblement, il en reste assez peu, mais ça suffit à désorganiser un certain nombre de services hospitaliers. Des opérations vont être déprogrammées. Alors est-ce qu'il faut accorder un délai? Est-ce qu'on va réussir à convaincre ces gens-là de se faire vacciner? Il y a beaucoup de questions. Alors Alexis Poulain, est-ce qu'il faut une obligation vaccinale? Il y a déjà eu un délai qui avait été annoncé. Alors maintenant qu'il y a des soignants qui refusent de se faire vacciner, voilà, c'est leur choix personnel. Ils connaissent la loi. Le problème, c'est que si ça met en péril l'hôpital public, c'est encore une politique ubuesque qui va aller beaucoup trop loin. Maintenant, les chiffres qui sont annoncés, je ne sais pas d'où ils sortent. J'ai vu passer 300 000, 12%, etc. On parle beaucoup d'ambulanciers, de personnel soignant. Bref, j'attends de voir dans une semaine ce qu'il en sera. Je pense que les services ont eu le temps de s'organiser, que les soignants aussi. Il y avait dans le Parisien ce matin le témoignage d'une soignante qui, elle, s'est fait faire un faux pass pour garder son boulot, voilà, et qui témoigne. Alors, on a changé le prénom, etc. Mais vous dire que bon, c'est pas l'éthique qui parfois bloque. Maintenant, je comprends que pourquoi cette profession-là et pas les policiers, pourquoi les pompiers, pourquoi ces soignants-là qui ont été envoyés au front, même malades, rappelez-vous, même avec le Covid, il fallait y aller quand c'était le fort de la crise, soit aujourd'hui montré du doigt en disant c'est scandaleux ce que vous faites, comment vous osez mettre en danger la vie des gens. En même temps, on a bricolé pendant des mois parce qu'il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de protection et qu'il n'y avait pas de vaccin. So what on arrive au Le bout du bout, c'est que c'est un choix personnel. Je pense que cette obligation vaccinale. Quand vous êtes soignant et que vous êtes au contact de malades, c'est un choix personnel? Non, mais ça, c'est votre boulot. Après, le vaccin permet de limiter l'infection, mais ne permet pas de l'enrayer totalement. Il y a des droits et des obligations dans chaque profession. Absolument. Ils sont soignants. Alors moi, j'ai vu des chiffres. Il y a 2 jours, 1% dans les hôpitaux publics ne sont pas vaccinés. Donc on parle de peanuts, en gros, de 3 fois rien. On ne voulait pas parler d'Éric Zemmour tout à l'heure, mais est-ce qu'on doit parler de 1% de personnes qui soignants ne veulent pas se faire vacciner? L'appel syndical, ils étaient quelques centaines, quelques milliers. Et il faut entendre les arguments pourquoi ils ne veulent pas se faire vacciner. C'est à se pincer. C'est-à-dire que c'est, effectivement, rappelons, ce ne sont pas des médecins, vous l'avez dit. Je n'ai aucun mépris pour les conducteurs d'ambulance, mais enfin, ils n'ont aucune formation médicale, quelle qu'elle soit. C'est quand même des gens. Attends, on est tous vaccinés autour de la table, on n'est pas morts. Je veux dire, les gens qui meurent en Angleterre, il y a eu un chiffre qui est sorti. Il y a eu 51 000 morts en Angleterre. Attendez, 51 000 morts en Angleterre entre janvier et juillet, ok ? 1% étaient vaccinés. 99% des morts n'étaient pas vaccinés. Donc stop avec ces débats. Nous avons d'autres chiffres. Ce sont des maths. On va quand même pas débattre sur les débats de chiffres. On peut en faire beaucoup. Le fait est qu'aujourd'hui, la question de l'efficacité vaccinale, elle est prouvée sur la transmission, etc., les hospitalisations. Mais il y a encore des questions et de se dire, on peut dire, il y a encore des effets secondaires qui posent question. Mais dans tous les vaccins. Mais là, il y en a beaucoup. Le propre d'un vaccin, c'est d'injecter le virus. Donc il y a des effets secondaires dans tous les vaccins. Il y en a beaucoup. Que vous regardez
regardez les retours du VAERS aux États-Unis, en Grande-Bretagne, mais aussi en France, la NSM, vous voyez comme on a une surveillance, puisque c'est nouveau cette technologie-là, il y a beaucoup de cas qui sont signalés, de cas graves, les myocardites pour les plus jeunes. Vous avez les décès aussi, certains décès, des autopsies qui vont être en cours. Mais quelle proportion, je veux dire, dans tout acte médical. Et vous savez, encore moins que les soignants non vaccinés. Plus qu'un médical. Encore moins que les soignants. Vous savez très bien, ce sont dans des cas de comorbidité la plupart du temps. Pas forcément, mais pas forcément. Mais bon, bref. Alors, il y a là une question. Je voudrais à chaque fois, et je ne me rappelle pas, et je viens souvent, vous le savez Valérie, je ne me rappelle pas d'émission depuis 2 ans où on n'ait pas parlé de la Covid. Depuis 2 ans, Le problème, c'est que c'est un débat très difficile. Il y a, vous savez que je suis pro-vaccin, et que la semaine prochaine, je serai à 6 mois de la deuxième, le 20 septembre, et le 21 septembre, je me fais inoculer la 3e. Alors j'ai eu la chance d'avoir strictement aucune réaction. Mais comme une très grande majorité des gens. Si j'ai une myocardite, tant pis, ce sera le destin. Voilà. Bon, mais le problème, c'est qu'on tourne autour de quelque chose de très compliqué. J'ai pas dit que c'était facile à trancher. Le pass sanitaire ou l'obligation d'être vacciné pour pouvoir poursuivre son emploi. Le pass sanitaire, c'est une obligation particulière de sécurité, parce qu'on peut exposer autrui, encore que c'est pas établi. Mais enfin, peu importe. Mais c'est la question obligation vaccinale ou pas. Or, on considère que c'est pas acceptable politiquement, socialement. Je parle des autorités de ce pays qui ont ce mandat, et donc on trouve des ficelles et qui sont extrêmement gênantes. Le pass sanitaire est une espèce d'outil de contrôle auquel on est en train de s'habituer. Personnellement, je suis plutôt opposé. Mais moi, je voudrais que vous m'expliquiez contrôle de quoi. Moi, je suis plutôt partisan de l'obligation. Mais en quoi le pass sanitaire, j'aurais quelqu'un, peut-être Alexis, qui est contre ce pass sanitaire, explique en quoi c'est un contrôle. Mais parce que c'est pas un serveur de restaurant, mais parce que c'est un contrôle des uns sur les autres, c'est une parano permanente, c'est un truc. Mais un contrôle de quoi ? De votre statut vaccinal, de votre truc dans le nez, de savoir si vous pouvez passer. Valérie, il y a le fameux rapport sénatorial. C'est un truc qui a été. D'ailleurs, les Anglais ont refusé de le mettre. C'est pas ça. Le vrai sujet, c'est qu'ils disent que derrière la vérification du QR code, il y a une thèse complotiste qui dit qu'ils vont aller fouiller sur toute notre vie. Enfin, ils sont sur Google et ils sont avec un iPhone en plus. Pas du tout, c'est pas ça. C'est pas de la thèse complotiste. Il faut lire le rapport sénatorial qui préconise des mesures à prendre, y compris de. Là, c'est terrible. Ce rapport-là est terrible. Y compris de contrôle de ce que vous achetez, de ce que vous achetez au supermarché. Blocage de compte en banque, etc. Ça veut dire que vous allez grossir et que vous allez être en comorbidité. Moi, je pense qu'il y a un problème éthique, démocratique, de dire on ne peut pas être 18 mois en état d'urgence. Ça veut dire qu'on met la démocratie entre parenthèses. Emmanuel Macron gouverne avec des conseils de défense sous le sceau du secret défense. Il passe par-dessus le Parlement. C'est-à-dire que c'est insupportable. C'est ça qui m'insupporte. Et le pass sanitaire, c'est un truc qui est encore là pour dire écoutez, on met encore la démocratie entre parenthèses, on vous demande de vous contrôler, réduire le mouvement. Enfin, vous pouvez passer de Schengen. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas sortir de chez vous. L'auto-autorisation de sortir de chez vous. Vous pouvez pas oublier un truc qui s'appelle le réel. Le réel, c'est quoi ? Attendez, le réel, c'est grâce au pass sanitaire. Non, les restaurants sont ouverts. Grâce au pass sanitaire, les cinémas sont ouverts. Grâce au pass sanitaire, il y a des concerts où les gens de l'épidémie sans pass sanitaire, on n'aurait jamais pu vaccinés. Non mais Alexis, vous n'êtes pas allé au bout. En quoi présenter un pass sanitaire sur lequel, parce que j'ai regardé moi hier dans un restaurant, ce que le type avait quand il vous scanne, il y a votre nom, votre date de naissance. Et c'est vert ou rouge. Et c'est vert ou rouge. Voilà. Et c'est pas enregistré. À part si tu veux mentir sur la date de naissance. Mais bordel. Et alors on peut pas aller au restaurant sans montrer son pass sanitaire. Quand vous réservez au restaurant, vous donnez votre nom et votre numéro de téléphone. Quelle est la différence ? Mais parce que vous ne donnez pas votre statut vaccinal ou de savoir si vous avez un truc ou pas. Vous êtes en train de me dire que le problème du pass sanitaire, c'est que ça stigmatise ceux qui ne sont pas vaccinés. C'est pas le but. Non, le but c'est de pousser à la vaccination, ça je suis d'accord. Mais stigmatiser ceux qui ne sont pas vaccinés, ça n'a aucun sens dans le sens où de toute façon, regardez les chiffres, l'épidémie baisse avant la mise en place du pass sanitaire. La Grande-Bretagne, qui est moins vaccinée que nous, a décidé qu'il n'y aura pas de pass sanitaire pour cet hiver. Et qui ont plus de décès aussi. Plus de contamination. Mais pas Alexis, plus que ça. En juillet, la France était à 37% de gens vaccinés. Aujourd'hui, nous sommes à 82 depuis qu'on a mis le pass sanitaire. Donc, réellement, avec ces chiffres, on peut peut-être l'enlever maintenant. Mais il va être enlevé cet automne, le pass sanitaire. Ergun. Si je peux
répondre à ça. Ce que j'ai compris, malgré mon jeune âge, lors de cette crise sanitaire-là, c'est que pour ce qui concerne cette épidémie, il faut faire attention à ne pas être trop définitif. Oui. Donc, notamment pour ceux qui demandent plus de temps pour être vaccinés, parce que c'est une épidémie nouvelle, c'est une guerre de mouvement. Voilà, il faut s'adapter chaque semaine, chaque heure à l'évolution du virus. Pour ce qui concerne le pass sanitaire et l'ensemble des décisions qu'a pu prendre le gouvernement dans cette gestion de crise et dans ce secret défense-là, il y avait une volonté d'être sur les trois pieds de façon équilibrée. C'est-à-dire, tout d'abord, l'aspect sanitaire qui est le plus important, le nombre de places, le nombre de personnes en réanimation dans nos hôpitaux, etc. Il y avait l'aspect acceptabilité sociale, c'est-à-dire la capacité de nos concitoyens à accepter les décisions du gouvernement. On a vu que c'était parfois un peu compliqué. Avant le pass sanitaire, la vaccination avait beaucoup ralenti, et malgré le fait qu'on ait beaucoup de vaccins et que de nombreux pays dans le monde nous enviaient cela, on n'arrivait pas à vacciner. Donc il y a eu cette décision qui a été prise du pass sanitaire. On voit qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, il y a des effets positifs. Et enfin, il y a l'équilibre économique. C'est-à-dire, le pass sanitaire, il nous a imposé aussi, parce qu'on ne pourra pas pendant des années et des années attendre que le virus disparaisse sans que demander aux gens de se vacciner et mettre du pognon de dingue, comme on dit, dans l'économie pour permettre aux cafés, aux restaurants de pas faire sanitaire, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent on est fliqués? On est fliqué, on est contrôlé. Alors tout d'abord, dans l'absolu, c'est pas que le pass sanitaire qui les flique. S'ils veulent rentrer dans la profondeur, notre époque, s'ils craignent d'être suivis, ils ont qu'à regarder tout d'abord leur compte Facebook, Twitter, etc. Mais le pass sanitaire nullement ne vous flique et ne va chercher dans votre intimité. C'est-à-dire, c'est une autorisation de pouvoir utiliser, d'aller dans des endroits où non, et c'est surtout des zones où le virus ne circulera pas. C'est ça qu'on essaie de faire pour éviter que c'est faux, le virus, on le limite quand même, mais il circule partout. On le limite quand même sacrément. Mais c'est pas grave, il circule partout. Il faut arrêter de croire qu'il y a des zones où le virus circule pas. Il est dans un endroit où tous ceux qui ont pas de sanitaire vont aller pour déjeuner entre midi. Ceux qui sont soit un test PCR négatif de moins de 48 heures ou ceux qui sont vaccinés à double dose, il y a beaucoup moins de chances que le virus circule là où. Je voudrais qu'on pense à tous ces pays qui n'ont pas de vaccin, où les gens sont en train de mourir tous les jours, ils n'ont pas de sanitaire, ils n'ont rien. La discussion qu'on a là, elle est juste lunaire, quoi. Bien sûr, faut se le dire aussi. Et je viens de recevoir d'un médecin une photo juste d'un appareil de réanimation en me disant un anti-vax prosélite de 38 ans. Voilà. Bien sûr. Après, en ce qui concerne les ambulanciers, j'aimerais juste réagir à ce qui a été dit tout à l'heure. Il y a cette partie-là, mais aussi de nombreux taxis ambulanciers qui font des transports quotidiens pour les dialyses, etc. J'ai un ami très proche qui le fait, qui était réticent là-dessus. On a mis du temps peut-être à les convaincre, mais ils ont malgré tout été vaccinés pour pouvoir continuer leur activité là. Mais donc l'immense majorité des gens l'aiment. Quasiment la totalité, y compris des soignants et des ambulanciers. Bien sûr. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous. À demain.